dans la continuité de ce qui a été dit par Philippe et Marcel, mes collègues, et que je vais essayer de témoigner de 4-5 choses. Et dans le temps en partie, je ne vais pas avoir le temps de les développer, donc je voudrais les pointer, mais les pointer avec force, et en particulier évoquer ce qui a été dit, l'importance de cette folie privée, comme le disait André Green, l'importance de rencontrer cette folie privée de ces adolescents addicts. Alors, le forum Addiction et Société, je ne vais pas avoir le temps de développer un premier point, qui est celui, évidemment, d'essayer de penser ce qui arrive à ces adolescents dans une perspective qui essaye de réfléchir à l'articulation entre les aspects biologiques, les aspects socioculturels et les aspects psychopathologiques, et voir comment ces aspects-là s'épousent, se renforcent, ou au contraire s'opposent, s'agriffent, ou au contraire se dialectisent. Donc je ne veux pas éluder cette dimension biologique tempéramentale, je ne veux pas éluder cet aspect socioculturel. Ces deux éléments sont importants, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la pratique clinique. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les aspects psychopathologiques. Et si l'adolescence est un âge charnière, un âge carrefour, un âge cartilagineux de croissance, il est avant tout, avec Musil, une fièvre du temps dans la vie. C'est-à-dire que l'articulation qui m'intéresse, c'est celle entre ce qui s'est joué dans l'enfance et ce qui se joue à l'adolescence. Le deuxième acte de la pièce, qui est celui de l'adolescence, a connu un premier acte dans l'enfance, et évidemment un autre acte dans la rencontre des parents, et un autre acte dans les aspects transgénérationnels, mais je n'ai pas le temps. Mais ce deuxième acte à l'adolescence est peu ou prou la réactivation ad integrum ou pas, plus ou moins métamorphosée, de ce qui s'est joué dans l'enfance, et il est important pour un pédopsychiatre de revisiter ce passé si on veut voir les perspectives d'avenir et la possibilité pour ce gosse de vivre dans le temps présent. C'est une fièvre du temps dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a un télescopage des temps, et que pour aller vite, pour mes patients borderline addicts, s'il y a quelque chose qui est assez insupportable et qui est une terreur qui les assaille et qui les oblige à trouver un objet addictif pour apaiser cette terreur, c'est lorsque l'avenir n'est qu'une figure du passé sans cesse renouvelée. Qu'il n'y a pas de présent et que le passé, enfin l'avenir prend la figure du passé, l'éternel retour, la compulsion de répétition, absolument pas de différence. Alors, ma clinique à moi, au département de psychiatrie dont j'ai la charge, après mon illustre prédécesseur Philippe Jamet, qui lui-même avait un illustre prédécesseur Hubert Flavigny, en effet c'est très important la transmission, l'histoire d'une institution. Hubert Flavigny s'est occupé des grands délinquants, Philippe Jamet s'est occupé des borderline, des TCA. Nous continuons, nous essayons dans la lignée de continuer à s'occuper de ces adolescents avec l'invention par Philippe Jamet d'un département de psychiatrie spécifique de l'adolescent et de l'adulte jeune, pour que les gosses ne soient pas soignés en pédiatrie ni en psychiatrie adulte, pour qu'ils ne régressent pas avec les bébés, pour qu'ils ne voient pas l'avenir qui pourrait être le leur en voyant la psychiatrie adulte. Bon. Et puis ensuite, bien sûr, le développement avec Marcel de toutes les maisons des adolescents, chose fondamentale. La clinique, c'est quoi? Pour aller vite, des fonctionnements limites, des états limites, des borderline, comme on dit, et c'est très différent, bien sûr, mais qui peu ou prou, à un certain moment, finissent par avoir besoin. Alors, j'ai entendu ce matin la question du désir, la question, fondamentalement, chez ces patients, c'est pas la question du désir, c'est pas la question du choix. Ce n'est pas la question de la volonté, ce n'est pas la question de l'intentionnalité. Fondamentalement, pour les patients que je suis, c'est la question du besoin impérieux, de la force d'excitation qui les prend et qui leur impose de prendre cet objet transitoire pour le mieux et définitif pour le pire, qui est cet objet qui permet un certain nombre d'aménagements à leur souffrance, à la douleur. Donc, dans ce service, il y a beaucoup de troubles des conduites alimentaires, beaucoup de toxicomanie, de ecstasy, crack, héroïne, beaucoup d'addictions aux jeux vidéo, beaucoup d'alcoolisme, de binge drinking, et je ne veux pas oublier, il faut le signaler à chaque fois, beaucoup d'automutilation. Ce que je vais développer là bientôt pourrait se résumer par le point que je vais développer là maintenant. L'automutilation, on le voit bien, c'est une façon de s'attaquer soi-même, d'attaquer le corps issu des deux parents,
de s'amputer d'un certain nombre de choses, de la scarification jusqu'à l'automutilation la plus brutale. Eh bien, ce que je vais essayer de décrire maintenant, c'est qu'il y a un même phénomène qui est une automutilation psychique dans les addictions. Le sujet a besoin de s'empêcher de penser comme il a besoin d'empêcher que le corps exulte en l'attaquant directement. On va voir pourquoi il le fait, mais n'oubliez pas que l'automutilation est quasiment la voie finale commune de toutes les addictions. C'est là vers lequel on va, parce que c'est peut-être de là où on vient, cette idée de s'amputer de quelque chose qui pulse, qui exulte et qui n'exalte pas au niveau du corps comme au niveau de la psyché. L'attaque du corps est une représentation, l'attaque du corps dans l'automutilation est une représentation de ce qui se joue dans la psyché. Bon. Mais ce qui m'intéresse évidemment, comme me semble-t-il, tout psychiatre, pédopsychiatre, un peu psychanalyste, c'est pas uniquement ces expressions corporelles comportementales. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est sous-jacent. Ce qui est sous-jacent, rapidement, c'est deux choses. Un tempérament pulsionnel et une structure de personnalité. Le tempérament pulsionnel de ces patients limite, borderline, est marqué par une surcharge d'excitation considérable. Une pulsionnalité qui devient une force et qui n'est pas une force au service du moi, qui est une force qui les déborde et qui va avoir besoin de se parexciter par une autre force, celle de la substance, celle du comportement. Et ils ont un appareil psychique, la structure de personnalité, qui est astructurée, pour aller vite, qui n'est pas suffisamment structurée, qui ne rentre pas dans le format oedipien, qui n'est pas si mal que ça, la névrose pour s'en sortir dans la vie. Cette astructuration, cet appareil psychique qui n'arrive pas à canaliser une force, me semble-t-il, c'est là l'essentiel. Et si la structuration est très forte, et si la pulsionalité est très forte, alors la force prend le pas sur le sens. Alors, comme disait Héraclite, le caractère, c'est le destin. Comme disait Freud, l'anatomie, c'est le destin. La pulsionalité qui vous déborde et que vous n'avez pas à canaliser, c'est le destin. Pas de fatalisme, rien n'empêche de transformer ce destin en destinée, nous allons le voir par la suite. Mais il ne faut pas se leurrer non plus, pour un certain nombre de ceux qui sont nés aux accidents, comme disait Arthur Rimbaud, dans des pays où les émotions n'étaient pas bien traitées, comme disait Henri Michaud, je cite les Belges à chaque fois que je viens en Belgique, Henri Michaud et Arthur Rimbaud, deux grands toxicomanes. Bon. Dans ces pays où l'émotion n'était pas suffisamment transmise, dans ces pays nés aux accidents, aux maltraitances, aux carences, l'absence de contenance, ça a été dit par Philippe, sociétale mais aussi familiale, qui permet de contenir cette excitation, fait que le sujet est pris par cette excitation, cette force, et qu'il peut penser que c'est une force du moi alors que c'est une force qui le désorganise. Donc la structure de personnalité et la pulsionalité. D'où vient cette pulsionalité vive, ce que Rimbaud appelait la liberté libre, mais qui a fini par le tuer? D'où vient cette pulsionalité si forte et d'où vient cette incapacité de l'appareil psychique à la canaliser, à la mentaliser, à la métaboliser, à la représenter, à la subjectiver? Là aussi, je suis obligé d'être très rapide, mais disons-le massivement, même si nos amis biologistes continuent à essayer de chercher avec des budgets colossaux, on leur donne des budgets colossaux pour trouver la vulnérabilité biologique des borderline. Même s'ils la trouvent, ce qui n'est pas le cas encore actuellement, celle-ci, évidemment, sera un polymorphisme génétique avec des facteurs épigénétiques considérables. Il y a des études qui, actuellement, se développent et qui témoignent du fait que, oui, les facteurs de maltraitance, de négligence, les facteurs environnementaux à l'origine des borderline, que je vais évoquer après, modifient le génome et que ce génome se transmet de père maltraitant à enfant qui finira maltraitant. J'insiste pour dire que tous les travaux sur les facteurs génétiques montrent l'importance des facteurs épigénétiques et la possibilité d'une transmission via le génome de ces facteurs de maltraitance. Bon. Les cliniciens savent, eux, il suffit d'interroger leurs patients et leurs familles et leurs grands-parents et le transgénérationnel. C'est fou, la transmission transgénérationnelle du traumatisme. Les révélations, un inceste qui apparaît chez un adolescent qui révèle un inceste chez la mère qui a été méconnue, réprimée, refoulée et qui remonte. Les études que nous avons publiées correspondent aux études internationales. Il y a des antécédents traumatiques majeurs. Maltraitance, négligence, carence, abus sexuels, discontinuité de présence,
J'en passe et je ne vous donne pas les chiffres qui sont au sommet. Et aussi, pour que les psychiatres restent humbles, des antécédents de maladies psychiatriques chez les parents de ces patients borderline. Des antécédents de maladies psychiatriques avec des passages à l'acte suicidaires, avec près de 80% de toxicomanie et près de 50% d'un antécédent suicidaire chez un des deux parents. Bref, l'environnement, le contenant, a été à son corps défendant. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, ça n'a pas de sens en psychiatrie, mais il s'agit de responsabiliser tout un chacun. Ce contenant a été défaillant. Et si le contenant social est en plus défaillant, ça va faire beaucoup, en effet, comme on l'a vu pendant la pandémie. Ce contenant a été défaillant et n'a pas permis le développement d'une structuration psychique suffisamment bonne. Il y a eu des carences et des effractions, des traumatismes en plein et des traumatismes en creux, et la plupart du temps, les deux. Soit une folie passionnelle avec un attachement incestueux et ensuite des lâchages, soit des maltraitances, soit des abandons. Ces enfants se sont développés avec, dans l'enfance, une expérience d'effondrement au sens winnicottien. Et cette expérience d'effondrement, ça va les poursuivre incessamment. Ils vont être dans la crainte d'un nouvel effondrement, un effondrement qui a déjà eu lieu. Ils vont être dans une terreur d'exister. Ils vont être dans une incapacité de se sentir totalement être soi-même. Ils vont être dans le sense of being de Winnicott insuffisant. Ils vont être dans une incapacité à être seuls, suffisamment calmes, vu qu'il n'y a pas eu l'ombre protectrice qui les a suffisamment ombrés d'une présence parentale. Soit cette ombre dépressive parentale est tombée sur l'objet, comme disait Freud, et ils ont eu la charge des humeurs parentales dépressives, soit cette ombre ne les a pas suffisamment ombrés, n'a pas tapissé la chambre claire de leur chambre à soi, l'appareil psychique d'une chair, par une présence suffisamment contenante. Toujours est-il que ces expériences d'incapacité à se sentir réel, authentique, plein, ou pour le dire comme disent les patients et de manière très claire, je ne suis pas dedans. Ces expériences-là les hantent. Arrive l'adolescence. Ça a été dit par Philippe, le corps érogène, l'avènement du pubertaire, le corps érogène. Et là, Joyce McDougall avait développé une chose très importante, qui est que la gestion de ce corps érogène, qui réactive ce qui s'est joué dans l'enfance, c'est-à-dire les absences, les carences ou les maltraitances, mais avec des cartes du pubertaire qui sont différents, qui ne sont pas uniquement un tendre inhibé quant à son but, mais qui devient dans le passage du génital une possibilité d'agir, avec les fantasmes parricides et les fantasmes incestueux, est extrêmement problématique. Et à ce moment-là, lorsque cette reviviscence de cette absence de possibilité d'être plein, d'être dedans, et cette incapacité à être seul arrive, en particulier lorsqu'à l'adolescence, il y a des moments de séparation, en particulier de déception sentimentale ou des expériences de perte à nouveau, qui réactivent les expériences de perte antérieures ou de distanciation, de discontinuité. À ce moment-là, pour un certain nombre d'entre eux, et a fortiori si le contenant social le favorise, il y a la rencontre fondamentale avec le toxique ou le comportement toxique. Et c'est une révélation. C'est de Musan qui développait ça de manière très importante. Il avait accompagné bon nombre de littéraires, Sartre qui était totalement shooté, Artaud qui était totalement shooté, enfin bon, il connaissait très bien ces aspects-là, et il disait que ce sujet qui n'avait pas un tonus identitaire de base, c'est la phrase de Michel de Musan, l'incapacité à se sentir pleinement réel, authentique, absence de tonus identitaire de base. Rencontrer, en l'occurrence là, il parlait de l'héroïne, qui était une révélation parce que c'était une solution magique qui donnait le sentiment d'être temporaire, fugitif, à sans cesse renouvelé, à essayer de se réapproprier par un appareil psychique qui lui donne du sens, et avec, bien sûr, des phénomènes d'auto-renforcement, d'auto-engendrement, d'assujettissement, de dépendance et de diminution de l'efficacité. Mais cette rencontre avec cet objet transitoire qui donne, c'est la fonction paradoxale de l'addiction, qui donne une identité d'emprunt, de compensation ou négative ou nihiliste, mais au moins une identité par rapport à quelqu'un qui ne se sent pas pleinement d'être, c'est ça qui fixe
fondamentalement. En dehors, bien sûr, des effets biologiques et des effets socioculturels qui, comme je l'ai dit au début, s'articulent. Mais cette rencontre-révélation est probablement ce qui fixe un destin. Et non, contrairement à ce qui a été dit ce matin, il faut prendre un intérêt majeur à savoir quel type de drogue pour quel type de sujet. Pourquoi l'anorexie, pourquoi la boulimie, pourquoi les toxicomanies, pourquoi l'alcool, pourquoi les jeux vidéo? Parce que visiblement, ce choix-là, qui n'est pas un choix qui s'impose, mais qui s'aménage, est corrélatif à l'importance de l'excitation à contenir et à structurer dans quelque chose qui puisse tenir. Donc, ce n'est pas anodin, la rencontre avec tel objet plutôt que tel autre, ça dépend de l'utilité, de la fonction économique de cette addiction pour contenir une excitation. Bon. Alors après, le sujet va naviguer entre expériences toxiques, expériences de dépersonnalisation sans possibilité d'avoir des moments psychotiques autres qu'aigus, toujours transitoires. Il n'évolue pas vers une psychose chronique, c'est pas vrai. Nos études l'ont montré sur la durée. Des épisodes mélancoliformes qui ne sont pas mélancoliques, il n'arrive pas à avoir. Des épisodes d'entrave névrotique, il est inachevé, il est incertain, il est entre psychose, névrose. Quelques aménagements pervers, une néosexualité addictive compliquée, bien sûr, bon. Ils naviguent là, et puis nous, quand on les voit, surtout, ils viennent avec, et j'en reviens à ce que je disais sur l'automutilation, quelque chose qui est probablement le plus douloureux, c'est ce qu'ils expriment lorsqu'ils expriment ce symptôme quasi paradigmatique qui est le sentiment de vide. Je me sens vide. Et parce que je me sens vide, je prends un toxique qui me remplit, mais c'est insuffisant, je suis obligé de le répéter, ou j'ai une addiction comportementale. Je me sens vide. Alors, j'insiste sur un point qui est une option forte chez moi, qui est une hypothèse. Ce vide-là n'existe pas primitivement, sinon c'est la psychose ou la mort. Ce vide-là, c'est un évidement. C'est une stratégie de défense du sujet qui se vide des remugles archaïques de son enfance qui viennent le revisiter à un certain moment où il y a quelque chose qui réactive ce qui s'est joué dans l'enfance. C'est un impensé, c'est un impensable, c'est un chaos, c'est un magma, c'est du Michaud. C'est pas du sombre, c'est du blanc, de l'infini du blanc. C'est l'horreur blanche qui ne se laisse pas comprendre, comme l'évoquait Michaud. Et là, il a besoin en effet du toxique par exciter l'excitation, et ensuite d'une activité qui est la sienne, comme l'automutilation où il se gratte, il se scarifie, où il s'ampute, de quelque chose qui l'ampute de sa pensée, de son appareil psychique. Toute la psychothérapie va viser, me semble-t-il, une fois qu'on a sevré l'ensemble des addictions, géré la plateforme familiale, il n'y a pas de prise en charge d'un adolescent borderline sans la thérapie familiale, réfléchi sur le transgénérationnel. Bon, toute la psychothérapie va, me semble-t-il, consister sur la durée, et il faut s'engager sur la durée avec des patients extrêmement difficiles qui vont vous faire revivre les expériences d'abandon et de passage à l'acte qu'ils ont subies, à essayer d'éviter cet évidement, à être Marcel Ruffo, c'est-à-dire à être optimiste sur la capacité restante saine de l'appareil psychique, parce qu'ils ne sont pas psychotiques, à faire quelque chose de ce qui a été fait, de ce qu'on a fait d'eux ou de ce qu'on n'a pas fait d'eux, de ce qui n'a pas été transmis, l'absence d'une transmission, quelque chose n'a pas eu lieu d'être, il y a un vide, il y a un blanc, il y a un puzzle avec une pièce manquante, ou de ce qu'on leur a trop fait, des effractions, des mutilations, des abus sexuels, et comment détoxifier tout ça. Je dis moi, parce que j'anime un séminaire psychanalyse et littérature et art depuis une trentaine d'années. J'ai cru comprendre avec bon nombre de psychanalystes et d'artistes qu'on ne fait pas de la culture avec des bons sentiments, ni avec des mauvais, mais que les mauvais, ça aide, si on peut les structurer, c'est-à-dire si on évite de s'évider. Bref, la mentalisation tout à fait particulière qu'ont les patients borderline, qui n'est pas un défaut de mentalisation ou une absence de mentalisation, comme disent Fonagy et les attachmentistes. Je suis délibérément opposé à cette option-là. C'est une mentalisation autre, qui n'est pas une mentalisation névrotique, qui n'est pas une désorganisation psychotique. C'est une mentalisation tout à fait particulière, celle de Salinger dans l'attrape-cœur, celle d'un certain nombre d'autres auteurs. Cette mentalisation tout à fait particulière, éclatée, morcelée, qui se cherche, qui court, c'est du Kafka, qui marche
sur le fil qu'il sécrète. L'araignée marche sur le fil qu'elle sécrète. Cette mentalisation tout à fait particulière, cette pièce du puzzle manquante qu'il va falloir, dans un besoin impérieux, remplacer par une étoffe de pensée, Shakespeare, une étoffe de pensée, c'est ça qu'il faut favoriser. C'est co-construire avec eux dans le transfert, dans la réactivation de ce qui s'est passé, avec une expérience cette fois bonne avec nous, dans le transfert, les aider à trouver cette étoffe de pensée qui va colmater le blanc, l'absence de ce qui n'a pas eu lieu d'être, ou qui va détoxifier en poétisant ce qui a été effractant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.